Je vais vous parler de travaux communs essentiellement avec Nicolas Forcadell, donc de 2 travaux avec Nicolas et d'un travail en cours tout à fait à la fin, d'un travail en cours avec Nicolas, Théo Girard et Régis Monod sur des modèles de trafic routier. Donc l'objectif un peu général de ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre quelles sont les conditions de jonction qu'on doit mettre quand on regarde du trafic routier avec des bifurcations ou des rencontres de route. Donc l'objectif, c'est de passer de modèles micro, où on décrit un peu ce que chaque véhicule fait, à des modèles fluides. Voilà. Donc typiquement, quand on regarde un trafic routier, un trafic sur une route où les véhicules n'ont pas le droit de se dépasser, vous avez 2 types de modèles. Le modèle microscopique, dans lequel on décrit la position de chaque véhicule. Donc ici, UI est la position du véhicule I à temps T, et c'est décrit en fonction de la distance au véhicule suivant, qui, sur ces modèles très simples, peut être juste UI plus 1. D'accord ? Voilà, donc on a une description microscopique comme ça, où V, c'est la loi du véhicule, et en général, dans la plupart des modèles considérés dans la littérature, le V est homogène, il ne dépend pas du I. Et assez naturellement, quand on fait un changement d'échelle adéquat, il se trouve que ce modèle conduit naturellement à un modèle fluide. Donc quand on regarde le modèle qui est au-dessus de très haut, eh bien, on se retrouve avec un modèle fluide dans lequel ρ est la densité de véhicules, qui vérifie une loi de conservation scalaire très simple, qui est la plus simple du monde, qui est celle-ci. Et ce modèle-là s'appelle le modèle de Lighthill, Whiteman, Richards. Voilà. Donc ça, c'est les 2 modèles de base sur lesquels on va travailler un peu, et puis on va essayer de comprendre comment le passage du modèle micro au modèle macro peut se généraliser quand on a des jonctions. Donc, je reprends un tout petit peu le modèle de base. Donc, j'espère que vous admirerez les dessins qui m'ont pris des heures. Je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de travail dans tout le papier. Donc, vous avez une suite de véhicules qui se suivent. Donc, on va se concentrer par exemple sur le véhicule 0. La position du véhicule 0 s'appelle U0. Le véhicule qui est devant lui, c'est U0 plus 1, donc c'est U1, d'accord, qui est U1. Et puis, il va avec une vitesse qui est une fonction de la distance devant lui. Donc, le schéma de la vitesse ressemble à la chose suivante. Donc, c'est une fonction croissante qui est nulle avant une certaine zone, c'est-à-dire si les véhicules sont trop proches, le véhicule qui est derrière n'avance pas, d'accord, et puis ça croît jusqu'à une certaine quantité. Donc ça, c'est typiquement la vitesse V, et la loi de conservation scalaire, vous savez tout ce que c'est. Donc V ici est une fonction scalaire évidemment. Donc petit v, c'est une fonction scalaire qui va de R+ dans R+, d'accord. Et voilà, bon. Et donc vous avez une loi de conservation scalaire qui est comprise en sens anthropique. Ok, donc là je vous ai dessiné le diagramme fondamental qui est ρ V de ρ, d'accord, qui sur des données pratiques prend cette forme-là, d'accord. Donc ça a été testé statistiquement sur des chemins. Voilà. Donc ce qu'on veut faire, c'est comprendre le passage du modèle discret au modèle continu, comme je l'ai expliqué, qui est très bien compris dans le cas qui est là, dans le cas présenté ici, c'est-à-dire quand V ne dépend pas des véhicules, et puis quand il y a une seule route, d'accord. Et par les travaux en particulier initiaux de Auclair, Materne et Rascle. Et ce qu'on veut regarder, c'est nous ce qui se passe quand, d'une part, les véhicules ont différents types de comportements, et ensuite quand on a une bifurcation. Donc passer de ce schéma-là à ce schéma-là, vous avez plein de véhicules différents, toujours plus de travail, et dans lequel il y a une bifurcation. Alors là, je n'ai pas été capable de faire le dessin, donc je vous ai mis un exemple où on a une route qui arrive et qui se sépare en 2, et c'est le type de bifurcation qu'on va chercher à comprendre. Alors, il y a donc c'est un travail qui est à cheval entre, d'une part, les lois de conservation scalaire, et en particulier les lois de conservation scalaire avec une discontinuité ou de flux.
donc je vous ai donné pas mal de littérature. Les équations d'Hamilton-Jacobi, parce qu'en fait, pour arriver à aborder ces questions, on va intégrer la loi de conservation scalaire comme on est en 1D et tomber naturellement sur une équation d'Hamilton-Jacobi. Et enfin, de l'homogénéisation stochastique, parce que pour passer du modèle discret qui va être aléatoire au modèle continu, on aura besoin de l'homogénéisation stochastique. Donc je vous ai mis toute une liste de références, et comme je pense que les transparents sont sur le site, je vous laisse regarder. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié trop de monde. Bon, voilà. Donc je vais commencer par le cas le plus simple, d'accord, ce qui se passe sur une route dans lequel on a plusieurs types de véhicules, et puis après ça on passera à la bifurcation, et enfin on terminera par une tentative de comprendre comment on passe de l'équation de type Hamilton-Jacobi sur une jonction à l'équation à la loi de conservation scalaire sur la jonction en question, parce que en fait ça nous dit des choses sur les conditions qu'on doit mettre à la jonction, en fait. Et c'était vraiment pour ça qu'on a fait le travail. C'est déduire la loi de conservation scalaire, et en fait, il y a une petite surprise qu'on verra à la fin. Donc, d'abord sur la droite, d'accord. Donc, on regarde le même modèle que tout à l'heure, donc ce qu'on appelle le follow leader model, dans lequel la vitesse du véhicule I dépend de la distance au véhicule suivant, mais on va supposer que les véhicules ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que vous avez des camions ou des petites voitures, d'accord, et du coup, la loi de vitesse n'est pas la même suivant le véhicule. Et on va supposer qu'il y a une répartition aléatoire des camions ou des petits véhicules, d'accord, et cette répartition aléatoire, elle est cachée par la variable ZI, donc qui est une variable qui est IID, qui détermine le type du véhicule, donc si c'est un camion, un conducteur lent, un conducteur rapide, d'accord, et donc on va supposer que tous ces types sont distribués de façon IID, ce qui fait que l'équation qui est là devient évidemment aléatoire, c'est un flot aléatoire. Okay, donc ça, c'est un modèle assez naturel qui avait d'ailleurs été introduit dans la littérature trafic par Chiabot, Leclerc et Buisson. Et l'objectif, c'est comprendre rigoureusement comment ça se passe. D'accord ? Bon, alors, il y a des hypothèses qui sont essentiellement celles que vous avez vues précédemment. Donc la seule différence avec le schéma de V que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que V peut dépendre de Z, donc il peut être plus ou moins plat, la distance de réaction peut être plus ou moins lente, plus ou moins rapide, etc. Donc rien de spécial. Donc ce qui nous intéresse, donc c'est une solution de cette équation-là, quand on part d'une donnée initiale U0i, et puis on veut comprendre le comportement de la densité de véhicules, donc qui est la mesure qui est là, qui dépend du temps et qui est aléatoire, puisque la loi de comportement est aléatoire. D'accord ? Donc en fait, pour arriver à faire un traitement, un passage à la limite de ce truc-là, on ne va pas traiter directement de cette densité-là, on reviendra après à cette densité-là dans un second temps, mais on va intégrer la densité en espace de façon à obtenir quelque chose qui ressemble plus à une équation d'Hamilton-Jacobi. Donc là, c'est un aspect un peu technique, mais je sais faire de l'homogénéisation d'Hamilton-Jacobi, je ne sais pas vraiment faire sur les lois de conservation scalaire, ce qui explique pourquoi on utilise cette astuce, et puis en plus, cette astuce va se révéler absolument cruciale quand on regardera des bifurcations. Donc on va regarder une primitive de cette fonction-là à un signe près. Donc l'expression qui est là peut se lire comme ça, c'est-à-dire que la fonction n, quand on la dérive en espace, d'accord, eh bien ça vous donne l'expression qui est là. Okay, donc il y a une normalisation qui est choisie pour la valeur en x égale 0, mais essentiellement ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on est en train de regarder une fonction qui décroît, d'accord, puisque ici c'est positif, une fonction qui décroît et dont la dérivée est la densité. Et on va faire un changement d'échelle hyperbolique sur cette fonction. D'accord, donc ce que je vais appeler nu epsilon, c'est juste le changement d'échelle hyperbolique de cette fonction-là. Okay, évidemment, quand on dérive nu epsilon par rapport à x, eh bien on trouve la densité, mais avec un scaling. Et donc notre principal résultat là-dessus, c'est que si on suppose qu'à l'instant 0, t égale 0, vous avez une convergence de la donnée initiale, d'accord, quand epsilon tend vers 0, vers quelque chose qui est déterministe. Donc je suppose que nu epsilon 0, donc je rappelle, c'est l'objet qui est là, je la suppose connue à l'instant 0, d'accord, et je suppose qu'à l'instant 0, bien quand epsilon tend vers 0, ça converge vers quelque chose de déterministe, donc on appelle nu 0. Alors dans ce cas-là, le nu epsilon, qui est aléatoire, converge presque sûrement et localement uniformément
vers une solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi qui est là, qui est déterministe, donc une solution déterministe de cette équation. Okay. Donc il y a vraiment homogénéisation. Et le h-bar, il est donné de façon explicite en fonction de statistiques sur la fonction Vz. D'accord. Donc je vous rappelle que les Vz, ils sont ID, donc je regarde Vz0 typiquement. D'accord. Puis et on calcule une moyenne de Vz0, et ça va nous donner la fonction V-bar, d'où on déduit le h-bar. Okay. Donc le V-bar est défini de façon implicite comme ça, et le h-bar, c'est juste P V-bar de moins 1 sur P, donc ça c'est assez classique. Est-ce que vous pouvez montrer la formule qui donne Vz, parce que j'ai pas oublié. Il n'y a pas de formule qui donne Vz. Vz, c'est une donnée du problème. Donc V, c'est la vitesse, d'accord, qui dépend du type Z. Z, c'est le type, d'accord. Et c'est une fonction de Z et de P. Et Z décrit le type, donc, qui est pris dans un nombre fini de variables, okay, et qui décrit, si c'est un camion, par exemple, ben, voilà, c'est l'étiquette, voilà, exactement, tout à fait. Et cette étiquette, le point clé, c'est qu'elle est ID, d'accord. Donc on suppose, par exemple, qu'un tiers des véhicules en moyenne, c'est des camions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on regarde les statistiques ici, de ces véhicules. Voilà, donc on retrouve essentiellement le cas bien connu. Dans le cas où il n'y a pas de Z, on retrouve exactement la même équation, et bien sûr, il n'y a pas de statistiques dans ce cas-là, d'accord. Mais ça permet de généraliser au cas où il y a plusieurs types de véhicules, cette approche. Donc comment ça fonctionne, ça donc je vais vous expliquer, je vais dire quelques mots sur la preuve, parce que la preuve avec la bifurcation, elle est juste pas humaine et je ne pourrais pas trop en parler. Ah oui, pardon, avant d'expliquer la preuve, j'explique qu'est-ce que ça dit sur la densité elle-même. D'accord. Donc après scaling, on obtient l'objet qui est là. D'accord. Donc vous vous souvenez, ρ, c'était la densité des véhicules, on fait un changement d'échelle, et on obtient, après changement d'échelle, ça. Donc on regarde de très loin et en temps accéléré l'évolution des véhicules. Et donc, il se trouve que ρ epsilon va converger faiblement vers la dérivée de la fonction nu qu'on a vue, qui est la limite des nu epsilon, et que cette fonction vérifie l'équation, la loi de conservation scalaire LWVR avec la loi qui est là. D'accord. Donc rien de très surprenant, d'accord, c'est juste la traduction du résultat précédent en termes de loi de conservation scalaire. Alors ce qui sera important, c'est que tout à fait à la fin de l'exposé, j'expliquerai ce même type de phénomène dans le cas de bifurcation pour lequel la condition à la jonction n'était pas très bien comprise. Ok, alors comment ça fonctionne, ce type de résultat? Bien, ça fonctionne par essentiellement trois parties. Donc il y a un premier truc qui est un argument de localisation qui va raconter que essentiellement tout se passe à distance finie, alors qu'il faut bien comprendre que puisque votre distance dépend du véhicule devant, votre accélération dépend du véhicule devant, etc. D'accord. Donc a priori c'est très très emboîté, ça pourrait se comporter très mal. Et dans d'autres modèles, ça se comporte très mal, en fait. Mais ici, on a une espèce de vitesse finie de propagation. Donc, ça, c'est ce que je vais expliquer tout de suite. Ensuite, j'expliquerai que c'est un modèle dans lequel, miraculeusement, on a de l'existence de correcteurs. Et c'est vraiment miraculeux parce qu'en homogénéisation non linéaire, il n'y a essentiellement jamais d'existence de correcteurs. Et d'ailleurs, même linéaire, souvent. Après, bon, ce que je mettrai sous le tapis, c'est les techniques d'homogénéisation classiques d'Hamilton-Jacobi, l'équation d'Hamilton-Jacobi stochastique, une fois qu'on a le correcteur. D'accord. Donc je vais surtout vous expliquer ces deux points-là, le reste, je le cacherai un peu. Donc l'argument de localisation, il dit la chose suivante. Donc, imaginez que vous ayez deux solutions de mon équation d'évolution, d'accord, donc partant de données initiales différentes, et on suppose qu'on est capable de les comparer jusqu'à un indice I0. Donc on sait qu'on est capable de les comparer pour tous les indices I avant I0. D'accord. Donc à nouveau, j'insiste sur le fait que la vitesse d'un véhicule, ça dépend des véhicules qui sont devant lui. D'accord. Donc quand on fait ça, ça veut dire qu'a priori, on ne devrait pas être capable de comparer, quand on fait cette hypothèse. Mais ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va être capable de comparer les deux évolutions à un terme d'erreur près, donc un terme d'erreur qui explose avec le temps, ça c'est très logique, on a une équadif, donc ça se dégrade avec le temps, mais en fait ça s'améliore quand on est très loin de I0, donc si I est très
Si I0 est très loin devant I, d'accord, ce terme-là permet de gagner. Okay, et donc, en particulier, si I0 est plus l'infini, d'accord, donc ça veut dire qu'on peut comparer toutes les deux solutions, ben on a une vraie comparaison. D'accord. Mais le point important, c'est qu'on a ça, et donc, en fait, après changement de variable, quand on fait le scaling, d'accord, eh bien, c'est à terme-là ce qu'on pense, et vont dire qu'il y a vraiment, à la limite, quand epsilon tend vers 0, une vitesse finie de propagation, d'accord, qu'on connaît sur l'équation d'Hamilton-Jacobi, mais on la voit là, et on l'utilise pas mal. Le deuxième point que je veux expliquer, c'est le correcteur. Donc on va se fixer... on va se fixer un θ, qui est là, un nombre réel positif, en fait, d'accord, et on va construire une famille de données initiales qui va avoir le bon goût de satisfaire la chose suivante. Donc je vous montre le résultat. Donc ça, c'est la donnée initiale de cette famille, d'accord, donc, pour les véhicules. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour cette donnée initiale, les véhicules, ils vont se déplacer à vitesse θ. Tous, d'accord. Donc en fait, la solution, ça va être juste une translation. Donc c'est pour ça que c'est un correcteur. Et comment on fabrique ça? C'est très facile, il suffit de regarder l'équation que doit satisfaire U tilde I, okay, et de résoudre cette équation et voir les conditions sur CIθ pour que ça marche. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Et le point clé, c'est que cette solution-là, donc qui est définie par une donnée initiale qui est aléatoire, d'accord, puisqu'il faut absolument qu'on ait cette relation-là entre CI plus 1 θ et CIθ, d'accord, alors que ZI est aléatoire. Donc c'est une répartition aléatoire des véhicules au départ, mais en fait il se trouve qu'après changement d'échelle, elle est presque déterministe, au sens suivant. Quand on regarde Uθn sur n, donc n c'est un indice, d'accord, et on va regarder très loin à gauche et très loin à droite, et ce machin-là, ça va converger par la loi des grands nombres vers la moyenne de l'objet qui est là, donc une quantité déterministe. Donc ça veut dire que, essentiellement, c'est un correcteur avec une condition initiale presque plate à l'infini. Donc on a le miracle, il y a le miracle de l'existence de ce truc-là, et ça, donc ça vous donne le correcteur. Une fois qu'on a ça, c'est assez facile, c'est pas trop difficile de faire de l'homogénéation. Voilà, donc on est dans une situation assez remarquable dans laquelle il y a un petit miracle qui est ce correcteur, l'existence de ce correcteur, qui permet de passer à la limite. Okay, alors je passe le transparent suivant qui explique plus précisément comment on fait pour des données initiales plates. Ça revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, on va passer aux bifurcations. Donc les bifurcations, c'est... donc les bifurcations qu'on va regarder, c'est des bifurcations dans lesquelles on a une route rentrante et puis K route sortante, d'accord. Donc le trafic se scinde au niveau de la bifurcation en K lignes. Là, j'en ai décidé K égale 2 parce que je crois que je n'ai pas été capable de faire K égale 3. Et bon, voilà, donc ça, on va le faire avec K quelconque. D'accord. Donc le principe, c'est que tous les véhicules arrivent là, ils se préparent à tourner à gauche ou à droite sur la bifurcation, et puis ils bifurquent après à droite ou à gauche ou sur les autres routes. Alors, en fait, le cas où K est égal à 1, dont je parlerai tout à fait à la fin, n'est pas inintéressant parce qu'il correspond au cas où on a un ralentissement ici, d'accord. Donc les véhicules peuvent être ralentis, donc la route n'est pas homogène, les véhicules peuvent être éventuellement ralentis là-dessus, sur cette portion-là de route, d'accord. Et on veut comprendre ce qui se passe quand on passe à la limite. Okay. Donc, alors, ils peuvent être ralentis quand il y a une bifurcation, mais le cas K égale 1 correspond juste au ralentissement. Donc, au niveau des notations, R, ça va désigner la jonction, la jonction complète, d'accord, avec ce qui se passe à gauche, qui va être assimilé à l'indice I ou K égale 0, et puis ce qui passe à droite, l'indice K égale 0, et ce qui passe à droite, où vous avez plusieurs routes, d'accord. Donc, chacune route étant labellisée K, avec K qui va de 1 à 2 sur cet exemple, mais qui peut aller de 1 à grand K de façon générale. Donc le principe, c'est qu'on va supposer que les véhicules, avant d'entrer dans la bifurcation, savent s'ils vont tourner à gauche ou à droite. Donc ça, cette donnée-là, elle est déterminée, d'accord. Donc quand on rentre sur la route, on sait si on va aller à l'école ou en vacances, d'accord, et on ne change pas, en fonction du trafic, ce qu'on va faire. Okay. Donc là, vraiment, c'est complètement déterminé. Et donc, le label de la route, pour le véhicule I,
la route qu'il va choisir, donc qui s'appelle ici TI, hein, qui est une des routes entre 1 et K, et c'est déterminé par le type du véhicule. Donc le type des véhicules encode la route qu'on va prendre. Okay, et on peut avoir plusieurs types, mais le type du véhicule encode la route qu'on va prendre. Et comme tout à l'heure, on va faire l'hypothèse que les ZI sont des variables aléatoires IID, d'accord. Donc disons qu'en moyenne, il y a un véhicule sur 2 qui part à gauche ou à droite. Et donc on va appeler πk la proportion de véhicules qui, en moyenne, va partir à gauche, qui va prendre la route K. Okay, et à nouveau, on suppose que les véhicules sont ordonnés. Alors, ce que ça veut dire, hein, c'est qu'avant d'entrer dans la jonction, le véhicule devant I, c'est I plus 1, mais après la jonction, il y a un truc qui s'appelle LI, d'accord, qui est plus grand que I plus 1, d'accord, qui est le véhicule qui est devant le véhicule I et qui prend la même route que lui, après la jonction. D'accord. Donc le LI ici, hein, d'accord, il s'est déterminé a priori par les types, hein, d'accord, et donc évidemment c'est aléatoire, c'est donc le plus petit indice J, tel que la route empruntée par le véhicule J, c'est la même que la route empruntée par le véhicule I, et on suppose que ce ULI est plus avancé sur la route que UI. Okay. Hein, bien sûr, après la jonction, le UI plus 1 il n'est pas sur la même route que UI en général. Et donc, la loi de la dynamique des véhicules, c'est la dynamique suivante. C'est une fonction qui dépend du véhicule qui est devant, avant la jonction, du véhicule qui est après la jonction, et puis une composante qui est active sur la jonction, d'accord, qui est UI. Donc tout à l'heure, c'était homogène, ça ne dépendait pas de la position du véhicule même, ça dépendait juste de l'écart du véhicule devant. Là, sur la jonction, ça va dépendre de la position du véhicule, parce que le véhicule peut être ralenti sur la jonction. D'accord. Et ce VZ, là, eh bien, on va supposer que, en fait, il dépend que de la première variable avant la bifurcation, d'accord, avant la zone tampon. Il va ne dépendre que de la deuxième variable après la bifurcation. Okay, et on fera des hypothèses sur la bifurcation. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, hein, on va regarder la distribution des véhicules, et puis on va regarder la distribution intégrée. Okay, donc je ne rentre pas dans les détails, mais essentiellement, c'est une primitive de la densité des véhicules. Et après changement d'échelle, donc peut-être le point clé, donc, ça c'est vraiment l'intégrale en espace de la densité des véhicules, d'accord, parce qu'on veut travailler à nouveau sur Hamilton-Jacobi, et là, pour le coup, travailler sur les lois de conservation scalaire, j'expliquerai à la fin que c'est un peu compliqué. Et on va faire un changement d'échelle, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on suppose qu'il y a un véhicule sur 2 qui part à gauche et un véhicule sur 2 qui part à droite, et qu'on a 10 véhicules au départ, d'accord, après la jonction, on va se retrouver avec 5 véhicules à gauche et 5 véhicules à droite. Donc, en fait, pour avoir une fonction nue qui est continue, on va être obligé de changer un tout petit peu la fonction nue, rééchelonner cette fonction nue en divisant par la proportion de véhicules qui part à gauche ou à droite après la bifurcation. Donc là, on est sur la route K, après la bifurcation, on divise par le nombre de véhicules qui partent, enfin la proportion de véhicules qui partent sur la route K, de façon à avoir un peu de continuité sur la densité intégrée. Hein, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a ce changement d'échelle sur lequel on reviendra tout à fait à la fin. Voilà. Il y a des hypothèses. Alors les hypothèses sont assez naturelles avant et après la jonction. Sur la jonction, elles sont un tout petit peu pénibles. Enfin bon, c'est technique et ça n'a pas grand intérêt. Mais avant la jonction, c'est vraiment les hypothèses qu'on a faites dans la partie précédente. Sur la jonction, il y a des hypothèses un peu techniques que j'ai écrites ici et dont on ne sait pas trop se débarrasser. Mais bon, je passe, pas quand. Enfin, disons que c'est intéressant d'un point de vue technique, mais pas beaucoup plus. Et donc le résultat est le suivant, c'est que si on regarde nu epsilon, qui est nu epsilon de 0, qui est la donnée initiale, la distribution initiale des véhicules, d'accord, qui correspond à la distribution initiale des véhicules, si ce nu epsilon converge presque sûrement vers une fonction nu 0 qui est déterministe, d'accord, sur la jonction, eh bien alors la solution de mon problème discret, là, enfin de mon problème avec les véhicules, va converger localement uniformément et presque sûrement vers quelque chose qui est déterministe et qui est solution de viscosité d'une équation d'Hamilton-Jacobi, donc en dehors de la jonction. Donc cette équation d'Hamilton-Jacobi, elle a lieu en dehors de la jonction. Les Hamiltoniens dépendent de l'indice K, puisque de toute façon, le
comportement des véhicules avant et après la jonction n'est pas forcément le même. D'accord ? Donc ça, c'est exactement le même résultat que celui qu'on a vu dans la partie précédente. Et puis, il y a quelque chose qui se passe sur la jonction. Donc après changement d'échelle, la jonction, ça devient juste le point zéro. D'accord ? Donc la partie zone tampon, après changement d'échelle, a complètement disparu. Hein. Si vous regardez la jonction de très loin, ça ne se voit plus. D'accord ? Et donc il y a une condition en zéro. Okay ? Cette condition en zéro, donc pensez que la fonction nu, elle va être continue en zéro. D'accord ? Donc nu, c'est donc la valeur en x égale 0, c'est donc la valeur commune de toutes les branches, de tous les nu k sur chacune des branches. D'accord ? Et donc ça, cette valeur commune a un sens. Et quand on prend sa dérivée, essentiellement, elle va être soit donnée par l'équation d'Hamilton-Jacobi avant, donc là, rien de spécial, donc ça, c'est tous les termes qui sont ici, qui sont affreux, mais dont on ne va pas trop s'occuper. Mais surtout, ça va être ce nu t, ça correspond à une forme de flux, ça va être limité par un limiteur de flux qui est à barre. D'accord ? Donc, ce que raconte le théorème, c'est qu'il existe des Hamiltoniens h bar k et un limiteur de flux à barre, tel qu'on a cette relation-là. Donc, la jonction, d'accord, va limiter peut-être, hein, il est possible que A bar soit égal, par exemple, à plus infini, d'accord, donc dans ce cas-là, on ne voit pas, hein, mais la jonction peut limiter le flux, okay, et c'est contenu dans ce A bar qui est là. Okay, donc, en dehors de la jonction, équation d'Hamilton-Jacobi classique, sur la jonction, l'expression qui est là. Donc j'explique un peu les notations, mais à nouveau, vous pouvez vraiment oublier cette partie-là qui dit juste que le flux sur la jonction est limité d'abord par le flux en dehors de la jonction. D'accord ? Si vous ne pouvez pas avancer très vite sur la route en 30, ben, ça va limiter le flux sur la jonction, mais surtout par ce limiteur de flux, qui est la principale donnée du problème, et c'est l'existence de ce limiteur de flux qui est un peu compliquée. Donc, la notion dk, d0 nu, d1 nu, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, excuse-moi, c'est juste la dérivée de nu. Enfin, c'est idiot, c'est noté de façon stupide. C'est la dérivée de nu 0. Donc, nu 0, c'est la quantité sur la route 0, d'accord, qui est une forme de primitive de la densité. Et je dérive par rapport à x. Oui, c'est une. D'accord. Donc, les Hamiltoniens, ils sont donnés par la même formule que précédemment, d'accord, en prenant les VK, bon, ça c'est pas de différence, avec le pk parce qu'on a fait le changement d'échelle, mais enfin ça pas. Une solution de viscosité de ce truc-là, eh bien vous prenez des fonctions de test qui sont de classe C1 partout et qui sont continues sur la jonction, d'accord. Donc elles peuvent avoir une discontinuité de dérivée en leur jonction, mais sinon la définition c'est toujours la même, d'accord. Et puis H+ et H-, donc là c'est juste pour les spécialistes, c'est la partie croissante du Hamiltonien, et là c'est la partie décroissante. Okay, donc il faut regarder ce qui est croissant et décroissant. Donc d'abord, un mot sur cette équation. Donc ça c'est une équation qui a été énormément étudiée par Humbert et Monod, qui ont montré qu'il y a un principe de comparaison pour ces équations, et donc qu'on peut donner une notion de solution de viscosité. Ça a été revisité par Léon Souganidis, et puis il y a un bouquin de Barl Chatzen qui devrait paraître bientôt sur le sujet. Et les ingrédients de preuve, c'est à nouveau la localisation qui permet de montrer que en dehors de la jonction, on est bien en solution d'équation d'Hamilton-Jacobi, et à nouveau l'argument de localisation fonctionne. Donc ça, c'est un tout petit miracle. Et la difficulté principale, c'est donc de comprendre dans quelle mesure le flux va être limité à l'injonction et pourquoi ce flux va être déterministe, d'accord ? Parce qu'il se pourrait très bien qu'on ait des composantes stochastiques. Enfin, je veux dire, il se pourrait très bien que le flux soit encore aléatoire à la jonction. Or, ce n'est pas le cas, il est déterministe. Okay, donc, et ça, on a mis pas mal de temps avant de comprendre comment ça se passait. Donc, c'est ce que je vais expliquer très rapidement. Donc, je vais vous montrer comment est construit ce A bar, le limiteur de flux, donc, qui raconte que, essentiellement, le flux ne peut pas dépasser une certaine quantité, qui n'a pas de grand rapport avec ce qui se passait avant et après la jonction, d'accord, donc, qui est vraiment lié à la jonction. Donc, je vais faire des hypothèses ultra simplificatrices, de supposer que tout est homogène, d'accord, donc tous les HK sont les mêmes. Et puis, je vais prendre E, ça va être l'écart des véhicules, qui est l'écart qui correspond
au flux maximal. Donc on va regarder, quand on regarde le problème limite, quel est le flux maximal qu'autorisent les H-bars, donc les flux moyennisés, en dehors de la jonction. Okay, on va mettre ça en entrée de notre problème. Okay, donc ça correspond à dire qu'on va prendre comme donnée initiale, cette donnée initiale-là, on met l'écart qui devrait faire passer le plus de véhicules, s'il n'y avait pas la jonction. Et puis on va se demander, combien de véhicules passent. Donc pour faire ça, on va regarder cette solution-là. Donc pensez bien, le I, c'est aléatoire, puisque ça dépend du ZI, blablabla. D'accord ? Et donc on va regarder combien de véhicules sont passés à l'instant T par 0. Okay ? Donc ça nous permet de compter, on va compter le nombre de véhicules qui passent à l'instant T par 0. Donc à nouveau, ce θ, c'est une variable aléatoire dont on va chercher à comprendre le comportement limite. Okay ? Évidemment, c'est une variable aléatoire qui croît en temps. Okay ? Et donc, ce qu'on veut comprendre, c'est le rapport entre θt sur t et voir que cette limite existe. Okay ? Et donc, en fait, on arrive à montrer, et ça, c'est un gros boulot, de montrer que, effectivement, cette limite existe et est déterministe, okay, et vérifie des quantités. Donc ça, et elle nous donne le limiteur de flux. Le limiteur de flux, c'est une quantité négative par construction. D'accord ? Et le limiteur de flux, c'est juste la limite de cette quantité. Okay ? Donc c'est ce θ bar tilde qui est là. Donc, qui est donné comme ça, donc qui montre bien comment ce A bar, c'est effectivement le limiteur de flux et qui est déterministe. Alors pourquoi diable ce machin est déterministe ? Eh bien ça, c'est lié à des techniques qui sont connues en percolation de premier passage et qu'on a pas mal exploité avec Scott Armstrong et Takis Souganidis pour comprendre la vitesse de convergence sur des équations en homogénéisation Hamilton-Jacobi stochastique, et puis qu'on a utilisé, alors vraiment comme ça, avec Scott Armstrong pour comprendre comment on pouvait avoir l'homogénéisation d'équations d'Hamilton-Jacobi sans convexité. Donc c'est basé sur deux arguments. Le premier argument, c'est un argument de concentration, qui va dire que la valeur θe ici, eh bien, c'est presque déterministe à un facteur qui dépend de epsilon et de t près, d'accord, qui est là. Donc, on voit bien que l'objet qui est là devient presque déterministe, d'accord, en grande échelle, évidemment, d'accord. Donc, il faut imaginer qu'on va diviser par epsilon et on regarde ce qui se passe quand t tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est le premier ingrédient qui nous dit que, à la limite, on devrait s'attendre à avoir quelque chose qui est déterministe s'il y a une limite. Et la partie un peu compliquée ici, c'est de montrer qu'effectivement, il y a une limite. Alors d'habitude, c'est basé sur des arguments de sous-additivité ou suradditivité. Or ici, il n'y a pas dans le modèle, il n'y a pas du tout naturellement de sur- ou de sous-additivité, contrairement à tout ce qu'on avait regardé jusqu'à présent. D'accord ? Et donc, il va falloir forcer la suradditivité. Donc, pour forcer cette suradditivité, on fait une transformation du problème en regardant donc là que des quantités déterministes, okay, et on arrive à forcer la suradditivité et obtenir un truc comme ça. Donc une fois qu'on a les deux, on peut conclure sans trop de difficulté que θe sur θe de t sur t a une limite qui est déterministe, et ça fonctionne. Voilà. Bien. Donc pour finir, je vais dire quelques mots sur le lien avec les lois de conservation. Donc, on regarde le problème précédent, donc on est sur une jonction, et puis on va essayer de comprendre comment l'équation d'Hamilton-Jacobi, quand on la dérive, quand on donne lieu à une loi de conservation scalaire. Alors, à nouveau, pensez bien, on est sur une jonction, donc les Hamiltoniens, a priori, sont discontinus à la jonction, et on veut comprendre ce qui se passe. Donc on parle de l'équation d'Hamilton-Jacobi, donc ce qui est naturel, c'est de poser ρ qui est égal à moins πk. Je vous rappelle, il y a le πk, il venait parce qu'on voulait avoir quelque chose de continu, mais ici, on veut retrouver la vraie densité, donc on remultiplie par πk, on avait divisé par πk avant, d'accord, on change de signe puisque on avait bidouillé notre équation pour qu'on ait cette relation-là sur l'espace discret, d'accord, et on se demande vers quoi va converger ρ. Donc en dehors de la jonction, donc il n'y a pas de surprise, on a une loi de conservation scalaire avec un Hamiltonien qui est bien gentil, donc je ne l'ai pas dit, mais ici il est bien convexe, donc il est vraiment sympa. Et donc naturellement, on se retrouve avec une loi de conservation scalaire à la limite, d'accord, qui est celle-ci.
et FK est donné par ça. Mais bien sûr, il faut comprendre ce qui va se passer à la jonction, et ça, c'est pas évident. Donc la première chose, c'est que par construction, en fait, en général, quand on a des objets comme ça et qu'on a des solutions faibles, on a une condition de Rankine-Hugoniot qui dit que ce qui entre dans la jonction, c'est le flux qui rentre dans la jonction, c'est le flux qui sort. Mais ici, on a quelque chose d'un peu plus précis parce qu'on a dit que, disons, un véhicule sur deux partait à gauche, un véhicule sur deux partait à droite. Et donc là, ça nous dit que, en fait, le flux à gauche, est égal à une proportion pk du flux à droite. Donc quand on somme tout ça, ça donne la condition de Rankine-Hugoniot classique, mais ici, c'est une condition un tout petit peu plus précise. Okay, mais à nouveau, ça ne suffit pas pour déterminer la solution de la loi de conservation scalaire avec une condition de jonction, parce qu'il y a plein de solutions à cette équation-là. D'accord ? Et on le voit bien parce que c'est déterminé un peu par le grand A bar qu'on avait tout à l'heure. Et donc, je vais essayer d'intuiter, et on verra après que c'est effectivement juste dans certains cas, ce que devrait être la condition. Ah oui, je parle donc en x égale 0, donc on sait que les solutions de ce genre d'équation, elles ont une trace, en tous les cas quand f est bien gentil, de toute façon cet objet-là a une trace en x égale 0, d'accord ? Donc ce truc-là a bien un sens. Donc je reviens sur l'équation d'Hamilton-Jacobi, puis je vais me demander à quoi ressemblent les solutions stationnaires de mon équation d'Hamilton-Jacobi limite. Donc on remarque que les solutions stationnaires sont des équations qui sont affines en temps et espace, d'accord ? Avec une relation entre, la relation entre la dérive en temps et la dérive en espace qui est là, d'accord ? Où les EK doivent satisfaire quelque chose à la jonction. Et ce quelque chose à la jonction, c'est d'une part la condition de Rankine-Hugoniot détaillée, que j'ai expliquée tout à l'heure, d'accord ? Donc ça, c'est les conditions que j'écris écrit en termes de Hamiltonien et puis écrit en termes de FK, d'accord ? Donc loi de conservation scalaire. Et puis, il faut la condition en plus à la jonction qui va dire que, essentiellement, le Hamiltonien est limité par A-bar, d'accord ? Et puis, vous savez que les autres parties sont vraies, donc soit c'est vraiment limité, okay, donc on a égalité, soit ce qui limite, c'est les équations d'Hamilton-Jacobi. Okay, donc en termes purement algébriques, ça se traduit pour les solutions qui devraient être stationnaires sur la jonction de la loi de conservation scalaire, ça se traduit par le fait que le flux doit être limité en A-bar, et puis vous avez une des conditions suivantes, soit il est effectivement égal au limiteur, donc la jonction limite le flux, soit le flux est limité par une des conditions en dehors de la jonction. Okay, donc ce EK, ça devrait, donc des E qui vérifient ça, d'accord, ça devrait correspondre à des solutions stationnaires de la loi de conservation scalaire à la jonction. Donc vous voyez, ça intègre le A-bar ici. Okay, et donc il y a des travaux de Andrianov, Carlsen, Risebro, dans le cas où K égale 1, et puis de Musch, Fjodorm, Risebro, dans le cas où K est plus général, K est plus grand que 2, qui suggère de définir un germe, donc qui vont être en fait les solutions stationnaires de ces conditions-là, d'accord, donc les solutions stationnaires de la loi de conservation, d'accord, et qui disent que ce germe va déterminer vraiment les solutions. Okay. Alors pour que ça marche, ce que racontent les auteurs en question, c'est que donc par définition, une solution de la loi de conservation scalaire pour être complètement déterminée, doit vérifier la condition de germe qui est là, c'est-à-dire que la densité en x égale 0 doit appartenir au germe pour presque tout le temps. D'accord ? Et donc ça détermine en principe la loi de conservation scalaire, et puis ça vous donne existence, unicité, stabilité, c'est-à-dire précisément la contraction L1 des solutions, quand le germe comme ça, donc l'ensemble des E des solutions stationnaires que j'ai écrites tout à l'heure, vérifie un certain nombre de conditions qui s'appellent consistance mutuelle et maximale. D'accord, je ne vais pas essayer de détailler parce que je suis un peu limité par le temps. Ce qu'on arrive à montrer, c'est que quand K égale 1, le germe est effectivement mutuellement consistant et maximal, ça marche bien. Et donc on a bien, et en particulier, donc on a la contraction L1. Okay, et ce qu'on est en train de montrer avec Nicolas, Théo et Régis, c'est que effectivement, quand K égale 1, si la solution qu'on obtient
comme limite qu'on a décrite, eh bien, donne bien une solution à la loi de conservation scalaire qui vérifie, qui est caractérisée par la condition de germe. Donc ça marche bien quand k égale 1. Donc, par contre, quand k égale 2, ce qu'on a remarqué, c'est que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas la consistance mutuelle, ça veut dire qu'on n'a pas la contraction L1. D'accord ? Et là, pour le coup, on est un peu démuni et on ne sait pas trop quoi faire pour faire le lien entre Hamilton-Jacobi et les lois de conservation scalaire, sachant que la loi de conservation scalaire, on ne comprend pas bien son sens à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai fini. Un petit résumé rapide. Donc ce qu'on a fait dans cet exposé, c'est qu'on a introduit des modèles dans lesquels les véhicules étaient inhomogènes, d'accord, et d'une part, et d'autre part, des modèles avec bifurcation. Donc on a déduit une loi continue à partir des modèles discrets pour des bifurcations simples, donc avec une route en entrée et plusieurs routes en sortie. Et on a... Donc, voilà, quelques problèmes ouverts. Donc, en fait, on devrait être capable de faire un taux de convergence, même si c'est un peu horrible. Donc, ça, on ne sait pas faire, mais je pense que c'est jouable. Par contre, on aimerait bien obtenir une relation complète, arriver à comprendre quelle est la loi de conservation scalaire quand le nombre de routes sortantes est plus grand que 2. Et ça, c'est vraiment pas compris, et on ne comprend pas non plus le lien entre Hamilton-Jacobi et la loi de conservation scalaire. Donc ça, c'est assez mystérieux. Et puis, ce qui est complètement ouvert, c'est les modèles avec plusieurs entrées, plusieurs sorties. D'accord ? Là, on a zéro idée. Et en particulier, ce qui s'effondre complètement, c'est la vitesse presque finie de propagation sur le modèle discret on n'a même pas de comparaison sur le problème discret dès qu'on a plusieurs routes en entrée. Donc ça a l'air un peu compliqué. Voilà, je vous remercie pour votre attention.